Il existe quelques marques allemandes qui, à leur évocation, suscitent l'admiration pour leur capacité à sans cesse se renouveler ou à leur niveau de performance. À l'image de Porsche, BMW ou Siemens, Langenson incarne la rigueur allemande avec une touche d'émotion et de poésie propre à l'éloge du temps. Aujourd'hui, c'est Cédric qui vient nous conter son poème avec une montre exceptionnelle, la Langenson Zeitwerk. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Cédric. Bonjour, comment vas-tu Xavier? Ça va bien, je suis ravi de te recevoir. Excellent. Alors, tu nous fais un poème en alexandrin? Je vais surtout te parler de la Zeitwerk, un poème, c'est peut-être très ambitieux. Écoute, on verra peut-être à la fin si tu as des idées. Est-ce que tu peux nous la montrer, cette montre, que beaucoup de gens semblent voir ou connaître, mais finalement pas grand monde n'a vu? Tiens, je te passe la mienne en attendant. Regardez cette montre absolument magnifique. Alors tu sais, tu connais l'émission puisque tu m'as contacté. Tu dois démarrer avec un adjectif qui caractérise cette montre. Alors, lequel? Pour moi, cette montre, elle est tout simplement fascinante. À plusieurs aspects. Le style d'abord, c'est une montre très stylée. On la reconnaît, pour ceux qui aiment l'horlogerie, d'un premier coup d'œil. Elle est fascinante par sa simplicité. C'est l'heure, c'est les minutes, les secondes et une réserve de marche. Très simple de lecture. Et elle est fascinante par son mouvement, parce que c'est un mouvement de 415 pièces, donc c'est plus qu'un calendrier perpétuel. Un calendrier perpétuel, c'est 300 composants à peu près. Là, on est sur 415 composants, donc quelque chose de très complexe comme mouvement pour finalement donner quelque chose de très simple en lecture. Et je trouve ça fascinant. Fascinant aussi pour le travail artisanal. Le mouvement est vraiment très bien travaillé, c'est une très belle finition. Donc c'est une montre effectivement très caractéristique d'un affichage numérique. On est dans la plus pure tradition de la haute horlogerie mécanique et on pourrait dire affichage numérique, en fait quasiment la lecture digitale de l'heure, alors qu'en fait c'est un monument, vous le regardez les amis, je vous montre le dos de la montre, c'est absolument fascinant en termes de décoration. À quelle occasion tu l'as acheté cette montre? Je peux l'essayer pendant que tu me racontes ça? Oui, tu peux l'essayer, bien sûr. Parce qu'une montre comme ça, quand on peut l'essayer, les amis, il faut le faire. Alors c'est une montre que je regardais depuis plusieurs années. Et parce que c'est une montre très originale, parce qu'aucune autre marque ne propose une montre à affichage digital avec 3 disques. Un disque pour les heures et 2 disques pour les minutes. Donc c'est vraiment une montre très originale et elle m'a toujours fasciné. Donc je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai regardé cette montre dans les vidéos, dans les magazines. Ça a pris quelques années avant que je passe à l'acte. Et cette montre, je l'ai acquise il y a un peu moins de 2 ans. Et, j'ai changé une autre montre pour avoir cette montre auprès d'un distributeur. Je lisais il y a un peu de documentation sur cette montre. L'une des caractéristiques, tu en as parlé avec les 3 disques, les minutes, les dizaines de minutes et l'heure, elle a comme caractéristique que c'est au changement, vous le verrez sur les vidéos, regardez bien, c'est lorsque l'aiguille des secondes à 6 heures passe justement de 60 secondes à 1 seconde que le disque des minutes ou des dizaines de minutes, voire même lorsqu'il est 23h59 passe à minuit, qui diffère fondamentalement des modèles des années 70 qui existaient avec des disques qui tournent mais où on voit péniblement le disque tourner et passer d'une heure à l'autre. Et il semblerait qu'on puisse sentir au poignet justement le passage des minutes, des dizaines, et puis après, lorsque l'ensemble du mouvement tourne, vraiment sentir le changement de la journée en fait.
enfin, tu le sens quand tu y prêtes attention. C'est pas quelque chose que tu vas sentir comme ça quand tu es en pleine activité. Mais avec l'habitude. Mais c'est vrai qu'en prêtant attention, tu le sens. Et tout l'enjeu de ce mouvement, c'est de garder finalement l'énergie pendant 60 secondes, de la bloquer pour délivrer cette énergie, pour qu'elle puisse passer en quelques dixièmes de seconde, les minutes, les heures si nécessaire. Donc c'est une montre qui a un barillet donc, extrêmement puissant et elle transmet cette énergie donc, au balancier. Et le balancier, pendant 60 secondes, va via l'échappement, conserver cette énergie. Et au moment précis et nécessaire pour passer la minute ou pour passer l'heure, cette énergie est libérée. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est une montre très consommatrice en énergie. Oui, justement, parce qu'il y a besoin de beaucoup plus de force pour faire tourner tous ces engrenages. Ouais. Mais encore plus lorsqu'elle change de jour. Quand tu passes et qu'il faut faire tourner tous les disques. Quand elle change d'heure. Oui, non, mais quand je disais de jour, dans le sens où tu passes de 12 heures ou minuit. Voilà, c'est ça. Oui, il faut faire tourner tous les disques à ce moment-là. Du coup, c'est peut-être le seul point noir de cette version de la montre, c'est qu'elle a une réserve de marche de 36 heures. Donc, tu la remontes tous les jours, tous les matins. Et il ne faut pas oublier parce que sinon, elle va s'arrêter. Donc, mais c'est un faible prix à payer. Elle vient de passer d'une minute là. Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai vu là. C'est vraiment très sympa. Le disque des heures à 9 heures, Cédric, il est gradué jusqu'à 23 heures? Non, c'est 12 heures. 12 heures, ok. C'est 3 disques, donc les heures c'est 12 heures, et puis deux disques vont composer les minutes. Dans le cadran, donc, le guichet supérieur présente la réserve de marche, et le guichet inférieur présente les secondes. Les secondes. On aurait pu imaginer un indicateur jour-nuit, justement, pour pallier le fait que le disque des heures à 3 heures soit limité à 12. Oui. Alors, moi, je la trouve belle comme ça parce qu'elle est vraiment pure et des indications supplémentaires auraient peut-être cassé. Quand tu la regardes, cette symétrie, il faut savoir que tu vois, tu as une pièce centrale qui divise en deux un peu la montre. Tu as les heures d'un côté, les minutes de l'autre. Cette pièce est une partie intégrante du mouvement. Je suis entièrement d'accord avec toi sur cette notion d'équilibre. On voit vraiment, je pense qu'il y a l'allégorie du pont entre la gauche et la droite. Et elle est à la fois très déséquilibrée avec le Long Son comme ça, bien à la verticale. Et ce choix, je trouve particulièrement réussi de mettre la couronne elle est à 10 heures, non, la couronne à 14 heures, justement pour pas être ici à 3 heures et venir polluer en fait la lecture et la simplicité de l'heure. Alors c'est une montre, quand tu la mets vraiment, que tu connaisses les montres ou que tu ne les connaisses pas, qui va fasciner, qui va intriguer. Et souvent les gens te demandent mais c'est quoi ils peuvent confondre les deux guichets, l'heure et les minutes par la date. Et me demande comment on lit l'heure là-dessus. Donc c'est une montre qui quand même, par son originalité, va vraiment intriguer. Elle est tu disais, fascinante. Dans le bon sens du terme, on aurait pu dire intrigante. Ouais. Et alors, le fond saphir, qui permet de découvrir en fait ce qu'on pourrait appeler d'un mouvement typique allemand, et notamment de Langenson avec la platine 3/4 qui permet de voir le balancier, l'échappement et effectivement l'oscillation avec le spiral. La taille du balancier. Tu peux observer surtout les côtes de Genève qui sont très très bien travaillées. Ouais. Et puis le barillet, la taille du barillet, pas du balancier, pardon, mais la taille du barillet qui est tout à fait imposante. Tout à fait. Alors pour info, Cédric, justement, la caractéristique des côtes là sur les montres allemandes, ils appellent ça les bandes ou les côtes de glace Hutt, qui sont un tout petit peu plus larges
que les côtes de Genève. Ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est les vis bleuies, hein, et les chatons dorés, qui sont d'autres caractéristiques de la façon de faire de Langensohn. On voit les poinçons aussi au dos, hein, donc c'est une montre qui est en quoi? Qui est en platine, qui est en or blanc, qui est en or blanc. Avec un joli travail poli brossé. Ouais, tu peux observer absolument superbe. Tu la portes beaucoup, Cédric? Soit tu la portes peu, soit tu es un maniaque gravissime. Non, parce qu'elle est en très très bon état et faut dire que c'est absolument. On peut rester des heures comme ça à la regarder. Hein. Non, je la porte. Je porte toutes mes montres, mais je porte particulièrement celle-là. C'est pas celle que je porte le plus parce que elle ne correspond pas forcément à mon style de vie, je fais du sport, mais c'est une montre que je porte régulièrement, souvent, pour sortir, ou alors même en casual. Mais c'est vrai que je vais mettre d'autres types de montres plus souvent. Mais c'est une montre qui est portée régulièrement. Alors est-ce que je fais attention à mes montres? Oui, quand même. Bien sûr. Je trouve que ce sont des beaux objets, et donc j'essaye d'y faire attention. Oui. Quel est ton... Tu disais tout à l'heure que tu en avais changé une pour acheter celle-ci. Comment t'es arrivé à te dire, tiens, pourquoi pas une Langensohn, etc. Comment tu positionnes déjà la marque dans l'univers horloger, dans ton univers horloger à toi? Moi, je la positionne dans le très haut de gamme, à côté de Patek, à côté d'Audemars Piguet, dans une certaine mesure à côté de Vacheron. Mais je la positionne dans le très haut de gamme, le très exclusif. Quand Patek fait 60 000 montres par an, Langensohn fait 6 000 montres oui. Par an. Donc on est Bien dans sûr. un rapport de 1 à 10. Rolex fait pratiquement 1 million de montres par an. Donc on est vraiment sur quelque chose de très exclusif. Et donc c'est ce qui me plaît aussi. C'est pas une montre qu'on va voir partout. Souvent. Bien sûr, bien sûr. En introduction, je parlais de l'origine allemande. Hein. Y a quelques marques en Allemagne. Langensohn est clairement le poids lourd, enfin, je veux dire, qui porte un peu toute l'histoire à Glashütte. Il y a Glashütte original, il y a Müll-Glashütte, il y a Nomos, etc. Qu'est-ce que ça te dit, ça, cette horlogerie allemande? Tu le vois comme une autre histoire, une autre façon de faire, tu le vois comme un peu une façon d'illustrer le fait que ça t'intéresse parce que finalement peu de gens savent qu'il y a de l'horlogerie en Allemagne. Quel regard tu as là-dessus? On a l'impression qu'il y a peu d'horlogerie en Allemagne, mais c'est principalement lié à la Seconde Guerre mondiale où l'horlogerie allemande était du côté est allemand. Ouais. Et donc quand les Russes sont arrivés, ils ont arrêté disons la commercialisation de très belles marques, en tout cas au niveau international. Et dans les années 90, la marque a été reprise par un groupe, le groupe Richemont, qui a Langensohn, Cartier, Jaeger-LeCoultre. Ils ont énormément de marques et ils ont fait renaître finalement l'horlogerie allemande via la marque Langensohn. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est connu avec un arrêt de la continuité liée à la Seconde Guerre mondiale dans la commercialisation, la fabrication. Mais dès que la marque a été relancée, reprise, tous les passionnés d'horlogerie connaissaient la marque Langensohn. Bien sûr, bien sûr. Comment ça se... ils font donc, on va dire, 10 fois moins de montres que Patek. Ils font combien ils font très très peu de monde par rapport à Omega, par rapport à Rolex, etc. Comment ça se passe en termes de parcours client pour acheter une Langensohn? C'est distribué, c'est des points de vente en direct, comment ça s'est déroulé dans ton cas? Tu as des distributeurs officiels de la marque pour acheter le neuf, et puis tu as des distributeurs du second marché qui peuvent vendre les montres de seconde main. Soit c'est une seconde main, celle-là? C'est une seconde main, celle-là. Donc tu peux les acheter par transfert bancaire, etc. Dans une montre, dans un distributeur qui fait des montres de seconde main. Ouais. Mais l'avantage, c'est que tu peux faire des deals avec d'autres montres.
Donc si tu as déjà une collection, que tu veux upgrader par exemple ta collection, tu peux aller voir un distributeur connu et proposer un accord pour avoir ce type de montre. D'accord. C'est indiscret de te demander ou chez qui tu as fait ça ou... Non, ce n'est pas indiscret, je l'ai fait à Paris, Da Vinci Watch, ouais. Rémi de la Saucée, très bien, il est dans le 8e arrondissement et j'ai fait un deal avec lui et j'étais très content. Donc entre une ancienne de tes montres ouais. et celle-ci. Et ça s'est fait comme ça parce que tu disais, tu l'as essayé avant, etc. Et au moment où tu dis, je vais l'acheter, tu es allé voir Da Vinci Watch justement parce que tu savais qu'il pouvait faire une prestation justement de passer d'une montre à une autre, etc. Ou il s'avère qu'en cherchant, tu as découvert que neuve, il n'y en avait pas de dispo et que lui, il y en avait une. Alors neuve, il y en avait, elles sont disponibles. Non, j'ai connu Rémi par cette montre. D'accord. Et on est resté en contact, on a fait d'autres affaires ensemble, mais j'ai connu Rémi par cette montre. C'était mon premier contact avec lui. Et le cheminement, pourquoi j'ai été intéressé par cette montre, je l'ai regardé depuis sa sortie. Quand on achète des montres, enfin dans mon cas j'étais assez jeune, ouais. Donc j'ai acheté des montres, je m'en suis lassé, j'en ai racheté, je m'en suis lassé, pardon. Et petit à petit, on connaît mieux ses goûts, on évolue, les choses se figent un peu. Et dans mes dernières évolutions horlogères, je cherche des montres un peu caractéristiques d'une marque donnée, des montres qui ont une histoire, des montres qui existent dans une marque mais pas forcément dans une autre marque. Et donc la Patek, qui était une très belle Patek que j'avais, celle que j'ai échangée contre celle-ci, était une montre somme toute assez classique et qu'on pouvait trouver peut-être dans d'autres marques. Et du coup, j'étais très heureux de l'avoir et j'étais très heureux de faire l'échange pour cette Lange Hansen qui me semble plus originale, plus caractéristique que la Patek que j'avais précédemment. Quand tu m'as écrit, tu m'as dit tiens, c'est sympa la chaîne et tout ça, si ça t'intéresse, on peut faire un épisode sur tel ou tel modèle, etc. Sans rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet, est-ce que tu te considères comme collectionneur de montres ? Oui, ouais. Mais avant d'être collectionneur, je dirais passionné. Passionné par les montres depuis tout jeune. Personne dans ma famille n'était passionné, donc j'ai fait ça tout seul. C'était une passion, je ne sais pas pourquoi elle est née, mais elle est là en tout cas. On est tous à avoir ce petit problème. Et c'était une passion, donc j'achetais au début ce qui me plaisait. Et comme les goûts évoluent, quand on est jeune, ils évoluent plus vite d'ailleurs quand on est plus âgé. J'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai gagné de l'argent parfois, j'ai perdu souvent. Et puis je me suis fixé quelques nouvelles règles d'achat. Comme on parle quand même de montres qui ont un certain prix. Ouais. Maintenant, j'essaye d'acheter des montres, bien sûr qui me plaisent, mais qui vont conserver leur valeur, voire prendre de la valeur dans le temps. C'est une dimension qui existe, comme elle existe d'ailleurs dans les voitures. Aujourd'hui, tu vas acheter une voiture, il faut qu'elle te plaise, il faut que tu sois à l'aise dedans, il faut qu'elle te parle. Et puis en même temps, qu'est-ce que tu regardes dans 3 ans, 4 ans à l'Argus, combien elle va valoir ? Bien sûr. Voilà, dans les montres, pour moi, c'est exactement la même démarche. J'ai plus envie de perdre de l'argent. J'ai pas forcément envie d'en gagner. Si j'en gagne, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas mon premier moteur. En revanche, je fais attention au prix des montres, au prix d'achat et à la valeur résiduelle d'une montre. Voilà. Voilà des choses extrêmement bien résumées, les amis. Vous voyez un passionné qui choisit par feeling, sur le design, mais qui ne veut pas faire une mauvaise affaire. Exact. C'est ça le fond du sujet. Donc exact. On est à l'opposé d'un investisseur purement financier qui, comme tu l'as dit, tu portes toutes tes montres, qui achète une montre, qui la met au coffre en se disant j'ai fait une bonne opération. Après, chacun a le droit de faire comme il veut, mais toi c'est vraiment la passion, l'intérêt. Et moi ce que j'aime beaucoup, peut-être parce que on est probablement de la même génération, Cédric, c'est que tu arrives à te regarder de l'extérieur en te disant mais mes goûts évoluent,
ce qui m'intéresse change, et donc ce que tu aimais il y a 5 ans ou 10 ans, peut-être que tu aimes moins. Et puis, c'est ce qu'on dit, là. Et puis dans 10 ans, peut-être que tu aimeras de nouveau ce que tu n'aimes plus aujourd'hui. L'amour est éternel tant qu'il dure. Voilà. Je vous avais dit que c'était un poète, les amis, Cédric. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. J'ai des enfants et donc, pour moi, c'est aussi une forme de capitalisation. Ce n'est pas de la spéculation, mais de la capitalisation. Quand tu as des montres d'une certaine valeur, tu as aussi un devoir peut-être de transmission de ton patrimoine vis-à-vis de tes enfants. Et donc, le coronavirus, on ne sait pas, demain je meurs, je peux léguer quelque chose qui aura une certaine valeur. Et donc, c'est vraiment aussi une dimension dans l'achat qui compte pour moi. Il y a avant tout le style, l'histoire de la montre, de la marque, ce qu'elle projette en extérieur. Une montre raconte un peu ce que tu es. Et puis, une dimension budgétaire avec cette notion de prix qu'on ne peut pas négliger. Et après cette dernière séquence poésie, puisque Cédric nous parle de ses enfants, on va démarrer la séquence souvenir. Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs horlogers? Comment tu as appris à lire l'heure, ta première montre, comment tu es venu à l'horlogerie? Qu'est-ce qui te passe par la tête là? Voilà. Moi, je ne me souviens plus de ma première montre. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, oui. J'ai toujours voulu lire l'heure, j'ai toujours été fasciné par la physique, l'astronomie, les voyages. Donc il y a une relation entre, la détermination en mer de la longitude avec les montres. Et c'était un enjeu horloger finalement. Chronomètre de marine. Voilà, de savoir, d'avoir une heure précise pour savoir où on se situe sur Terre par rapport au méridien de Greenwich. Donc j'étais fasciné par l'heure, l'horlogerie, l'astronomie, la physique, la mécanique. Et donc naturellement, je suis allé vers les montres. Tu as fait des études scientifiques? Oui, j'ai fait des études scientifiques. Tu penses que ça oui, il y a un lien, bien sûr. Et du coup, oui, parce que la montre, finalement, c'est la synthèse du savoir humain, de la connaissance de l'astronomie, de la physique, de la mécanique, de l'artisanat. Donc c'est beaucoup de choses, du style aussi. Bien sûr. Donc pour moi, ça réunit beaucoup de domaines de l'activité humaine. Et quand je porte une montre, ça me fait rêver. Voilà. Avant que tu prennes conscience de tout ça, donc tu aimais toutes ces choses, etc. Et un jour est arrivée ta première montre. Tu disais que tu t'en souvenais, c'était laquelle? À l'époque, j'étais fasciné aussi, j'ai d'autres passions comme la plongée sous-marine. Et donc à l'époque, le profondimètre existait. Il fallait un profondimètre, des tables et il fallait une montre. L'ordinateur de plongée n'existait pas. Donc quand j'ai appris la plongée avec une Fenzi, un détendeur Mistral, il me fallait une montre de plongée. J'étais très jeune. Et donc à l'époque, j'ai eu une Seiko qui était ma première montre. Les fameuses plongeuses Seiko qui ont une énorme histoire dans le domaine. Tu te souviens de la référence exacte? Oh non, parce que non, je ne pourrais pas te dire. Tu l'as encore cette montre? Malheureusement non. Si, d'ailleurs, j'imagine tu fais toujours de la plongée. Oui. Ouais. Bon, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, le matériel, etc., extrêmement pointu, l'ordinateur de bord, Shunto, ce genre de choses, etc., ou des choses vraiment plus professionnelles encore. Est-ce que tu plonges avec une montre? Oui, je plonge toujours avec une montre. Alors, pour se donner bonne conscience, on va dire en backup, mais c'est totalement faux. Voilà, mais je plonge toujours avec une montre. Et donc, avec une Seiko? Non, aujourd'hui. Pour aller chercher une Prospex, une Seiko, une SK, je pourrais, SKX, je pourrais. C'est des montres qui peuvent me plaire, tout comme on en parlait en introduction. J'aime beaucoup la marque Oris. Ouais. J'aime bien ce que Tudor fait en ce moment, notamment. Pelagos. Ouais, par exemple. J'aime évidemment les Rolex, les Submariner, les Sea Dweller. Mais tu plonges systématiquement avec une montre, ou il s'avère que si tu en as une et qu'elle est, on va dire, étanche à 200-300 mètres, tu la mets? Non, je plonge systématiquement avec une montre. Et au-delà de ça, tu vois, quand je m'habille le matin, avant de mettre un caleçon, je mets une montre. Tu vois, donc pour moi, je ne me vois pas sans montre à un moment de ma vie aujourd'hui. Tu vois, donc j'ai une montre
pour faire de la plongée, voilà, Ouais. plusieurs, mais et particulièrement les montres de plongée qui m'inspirent, c'est les Sea Dweller pour l'histoire et de Rolex, hein. Les Submariner également, j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir la trilogie des plongeuses, hein, sur la chaîne avec Julien, Nicolas, etc., qui présentent Submariner, Sea Dweller et Sea Dweller Deep Sea. Vous regarderez avec des profils complètement différents. Et Cédric, figure-toi, je ne sais pas si tu as vu cet épisode, tu es le seul parmi les 3 que je viens de citer à faire de la plongée. Donc en fait, quand tu parles de Sea Dweller Rolex, c'est le plongeur qui parle. Donc tu valides en fait complètement le concept de la Tool Watch. Complètement. Et Tool Watch est même plus largement une montre pour chaque chose. Ouais. Finalement, la montre de plongée, Bah, la une montre pour montre le pour chaque sport, chose, la montre habillée. si on peut se le permettre, parce Bien que sûr, tout le monde ne bien peut sûr. pas avoir une montre pour chaque chose. Mais en revanche, si quelqu'un vient me dit, écoute, je commence dans l'horlogerie, dans les montres, etc., je ne lui conseillerais pas la Zeitwerk, même s'il pouvait se la payer. Ce n'est pas le problème. Je lui conseillerais d'abord une montre acier, étanche, une montre pratique tous les jours. Selon son budget, je l'orienterais vers une Oris, une Tudor, une Rolex. C'est vraiment la montre, ou une Omega également, c'est la montre à avoir dans sa collection. C'est pour moi la montre de tous les jours, la montre qui n'est pas prise de tête, la montre qu'on peut mettre dans l'eau, la montre qu'on peut mettre dans toute activité. Les Rolex sont vraiment très solides. Alors, je vois aujourd'hui des gens qui mettent des Rolex, qui font attention à la moindre rayure, etc. Mais moi, j'ai connu les Rolex beaucoup plus jeunes. C'est vraiment des montres professionnelles qu'on utilise au quotidien. On peut les utiliser dans n'importe quelle condition. Et moi, les Rolex que j'ai aujourd'hui, je les utilise dans n'importe quelle condition. Et c'est pour ça que je les aime. Mais oui, vous voyez, Cédric recommande, et il a bien raison, pour débuter, une montre polyvalente. Polyvalente, exactement. Et la polyvalence, c'est finalement l'opposé de la Zeitwerk dont on parlait tout à l'heure. Et tu le disais toi-même, il y a un petit peu de bruit, les amis, hein. Il y a les marteaux-piqueurs, hein, qu'on entend. Alors, marteau-piqueur ou alors perceuse, pas avec une montre mécanique, parce que là, c'est le début de la fin. Et ce que tu dis est juste, c'est que en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez envie de faire, il peut y avoir des montres différentes. Et avec le temps et la passion, et aussi, c'est vrai, les moyens de pouvoir avoir plusieurs montres, eh bien, finalement, une montre passe-partout, ça ne te plairait plus aujourd'hui. Ça pourrait toujours te plaire. Ça me plaît toujours. Mais Si. tu nous le diras tout à l'heure, Ouais. si c'est une montre passe-partout que tu recherches. Alors, faut voir ce qu'on entend par passe-partout. Ce que j'aime, ce sont des montres originales, des montres qui ont marqué une époque, des montres qui ont une histoire. Donc, si c'est là la définition de passe-partout, c'est au niveau du style. Ah non, je ne cherche pas des montres passe-partout. Okay. Maintenant, si c'est passe-partout parce que je peux la mettre dans n'importe quelle condition, à la salle de sport, à la mer, etc. Ah oui, je cherche toujours des montres passe-partout. Alors, si tu devais en citer qu'une seule, puisque le sujet de cet épisode, c'est la Zeitwerk, mais si tu devais citer une seule de tes autres montres qui est polyvalente, c'est-à-dire l'opposé de ta Zeitwerk. J'hésiterais entre 2 montres. La Submariner, ce serait une Rolex, ou éventuellement la Daytona, pour son histoire, etc. Mais je pense que j'irais plutôt vers la Submariner, qui est plus ancienne. La Submariner est née dans les années 50, 53. La Daytona… Celle que tu as, c'est laquelle? Ah, j'en ai plusieurs. Une seule, on avait dit une seule, tu vas m'en faire plusieurs là. Ok, on va dire la sub, et laquelle de sub? Alors, il y a le vintage, ok, mais on n'est pas dans le passe-partout non plus, parce que le vintage nécessite quand même un certain respect. On ne trouve plus les pièces facilement. Donc, je ne la classe pas dans les montres passe-partout, même si elles l'ont été. Donc, j'irais plutôt sur une Submariner modèle récent, neuve, lunettes céramiques. Et pour être un peu plus original que la Submariner noire, cadran noir, lunettes noires, j'irais sur la Hulk. Voilà. Il a bon goût, Cédric, c'est très éclectique, vous voyez, il a cité Oris, Rolex, Tudor, bien évidemment Langensen, Zeitwerk. À un moment, il faut rester dans le cadre de petites montres entre amis, hein, donc on va passer à la séquence suivante et je sais qu'il est sous pression. C'est parti pour le quiz. Alors, Cédric, je t'ai préparé 2 petites questions
Je ne sais pas si elles sont faciles ou pas, mais en tout cas, j'ai pris grand plaisir à les préparer. Tu connais le règlement, il n'y en a pas. Ouais. Donc, je te pose une question, je te propose 3 réponses et tu me dis ce que tu en penses. Alors, attention, c'est parti. Laquelle de ces 3 montres mécaniques est également à affichage numérique? Réponse A, la LEAP Direct Time. Réponse B, la Rolex Turnograph. Réponse C, l'Omega Medicus. Je dirais la LEAP. Alors, j'exclus d'emblée la Rolex. Ouais. Là, je suis sur mon coup. Omega, je ne vois pas dans leur collection. Non, je dirais que c'est pas l'Omega, donc je dirais que c'est la LEAP. Tu la connais, la LEAP Direct Time? Non. Tu sais à quoi elle ressemble? Non. Eh bien, par déduction, Cédric mène 1-0. Bravo Cédric, la LEAP Direct Time, lancée en 1974 à une époque fascinante chez LEAP, où des designers sont venus à la rescousse de la marque. Il y avait Roger Talon, qui a beaucoup travaillé sur le TGV, qui est un architecte, un ingénieur, Isabelle Hébé, décoratrice de Yves Saint Laurent, Jean Guinval, dans les bijoux, très connu, qui a travaillé pour LEAP, et François de Bachmakov, le prince Bachmakov, qui a fait une montre très accessible, quelques centaines d'euros que vous pouvez trouver aux enchères, avec justement 2 disques qui permettaient d'afficher l'heure et qui ne tournent pas instantanément comme la Zeitwerk. L'Omega Medicus, c'est un modèle de 1937, fin des années 30, qui était la première montre d'Omega avec une grande trotteuse, qui avait comme caractéristique d'aider les médecins et les infirmières à prendre le pouls des soldats. Une des raisons d'ailleurs pourquoi la grande trotteuse est arrivée, puisque les secondes n'avaient pas beaucoup d'importance dans plein de domaines, sauf pour la santé. Cédric mène 1-0. Les questions sont déjà prêtes avant, hein, mais j'ai quand même musclé mon jeu pour la deuxième question et essayer de partir avec un match nul. Alors, concentration. Attention, là on va parler un petit peu d'histoire. En 1912, la ville de Glashütte ajoute un cadran d'horloge sur ses armoiries, aux côtés de réponse A, d'une montagne, réponse B, d'une épée, réponse C, d'outils de forge. A, montagne, B, épée, C, des outils de forge, marteau, enclume, etc. Bon, l'outil de forge est loin quand même de l'horlogerie, donc enfin, loin oui et non, mais dans l'image qu'on a de l'horlogerie, je vois pas l'outil de forge, tu vois, je vois plutôt des outils. Il essaye de me glaner un petit, une petite étincelle dans le regard pour l'aider. La montagne, Glashütte, la montagne, je ne vous vois pas non plus sur le plan géographique, mais peut-être que je me trompe, de grandes montagnes dans cette région de l'Allemagne. Alors, tu veux appeler quelqu'un? Tu m'as pas dit qu'on pouvait ça. Je dirais les armes. Les armes, donc l'épée, réponse B. Ouais. Et non, Cédric. Et non, la bonne réponse, c'est des outils de forge. En fait, la Saxe, la région de Glashütte, eh bien, est une région vallonnée avec des collines. Ça aurait pu être une montagne, mais c'est surtout une zone minière où, au départ, l'industrie locale était l'industrie minière, ce qui explique aussi que pour fabriquer des pièces, pour usiner des pièces, pour fabriquer des machines à usiner des pièces, eh bien, il fallait avoir et être près d'une zone, on va dire, avec des mines. Et en 1912, eh bien, le blason, les armoiries de Glashütte, où il y avait simplement des outils de forge, eh bien, a été rajouté un cadran solaire pour illustrer le fait que c'est le berceau de l'industrie horlogère allemande. Oui, on fait un beau match nul avec Cédric, c'est pas mal. Écoutez, l'intérêt du score n'a absolument, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de passer un bon moment et d'essayer d'apprendre quelque chose. Et j'espère que ça vous a intéressé, et toi aussi, Cédric. On passe à la dernière séquence de cet épisode. Bon, on a compris que Cédric avait quand même un bon goût et un certain nombre de montres dans sa collection. Mais avec tout ça, est-ce que tu as encore, je suis sûr que oui,
un modèle que tu commences à regarder ou dont tu as toujours rêvé que tu n'as pas. Et voilà, si c'est le cas, c'est quoi un petit peu ton cheminement, comment tu vas t'y prendre et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est une bonne question. Comme je te l'ai dit, l'amour est éternel tant qu'il dure. Donc forcément, certaines montres peuvent sortir de ma collection pour faire entrer des nouvelles montres. Ou si j'ai le budget, une nouvelle montre peut rentrer dans la collection aussi. Sans en faire sortir une. Sans en faire sortir une. Du coup, ce serait une montre, je dirais peut-être qu'elle n'existe pas d'ailleurs, mais dans le champ du possible et ce qui pourrait arriver d'ici peu à Baselworld. Tu sais que Baselworld est reporté à janvier 2021, mais ce serait probablement une Patek World Time, cadran émail en or blanc. Ils ont sorti l'année dernière une Patek cadran émail en or jaune. Je ne suis pas très or coloré. Mais là, s'ils devaient la sortir en or blanc avec un joli cadran émail et qu'elle s'avérait disponible dans un salon ou chez un distributeur agréé, dans ce cas-là, oui, ça pourrait le faire. Donc ça veut dire que c'est un peu une affaire d'opportunité liée à la disponibilité? Ah oui, oui, parce que c'est des montres qui sont extrêmement difficiles à avoir, en tout cas neuves. Donc il y a une liste d'attente. Elles sont soumises à approbation à Genève en fonction des clients. Tu postules presque pour avoir ce type de montre. Justement, j'allais te poser la question. On a compris que tu avais une Patek et que tu as changé avec la Zeitwerk. Et donc, même pour un client Patek, il y a une sorte de compétition, même de concurrence un peu pour avoir un modèle? Je n'ai pas les règles chez Patek, mais ce que je perçois dans le choix de leurs clients, c'est que bien sûr, il faut avoir quelques montres chez eux, être déjà client, être résident à l'endroit où tu cherches ta Patek. Ça, c'est une règle importante, mais c'est pas seulement… C'est-à-dire avec ça, ils évitent les gens qui, au gré de leur voyage, perso, professionnel, vont se mettre sur une liste d'attente. Si tu as une Nautilus à Hong Kong et que tu la revends en France, tu as fait de l'argent, mais c'est de la spéculation. Donc ils évitent d'avoir des clients spéculateurs. Mais je dirais aussi qu'ils vont chercher des clients qui connaissent la marque. Si tu vas chez Patek et que tu veux une montre et que tu ne connais pas la marque, tu ne connais pas l'histoire, voilà, et que tu demandes ce type de modèle, c'est évident que tu ne l'auras jamais. Il y a la relation aussi constante avec l'équipe. Une relation de confiance doit s'instaurer. Tu dois les voir, et pas seulement pour ce modèle, mais voilà. Et puis il y a aussi l'idée, je pense chez Patek, de qui va porter ma montre, qui est la personne qui va en fait parler de ma montre, porter ma montre. Et donc tu as un peu le sentiment chez certains distributeurs qui font bien leur travail, de passer presque à un entretien d'embauche, quoi. Donc ça veut dire peu importe où, mais ça veut dire que tu as par le passé démarré une relation, on va dire, de confiance avec des personnes dans un salon ou un distributeur Patek et que tu entretiens cette relation, etc. Parce que tu sais que ça passe un peu par cette capacité à obtenir l'objet, la montre convoitée. Bien sûr. Oui et non, mais parce que c'est la passion, j'y passe pas. L'objectif n'est pas d'obtenir la montre convoitée, c'est que j'aime y aller déjà. Tu vois, c'est pour moi un plaisir. Je sors, je dis tiens, je vais passer chez Patek, je vais essayer des montres. Tu vois, c'est un plaisir d'y aller. Donc c'est pas la cause primaire n'est pas je vais chez Patek pour aller chercher une montre. C'est pas ce que je disais. Hein. Mais il y a toi, ça t'intéresse, ça te plaît effectivement. Et si tu jouais pas, tu vois, si simplement tu n'étais pas dans cet état d'esprit, effectivement les portes d'un modèle Patek serait peut-être serait fermé, plus fermé, etc. Ou alors ouverte chez un revendeur à un prix supérieur au prix retail, je comprends. Du distributeur. Cette World Timer, ça fait partie de la gamme, on va dire, ou de la collection Complication. C'est ça. C'est la référence 51-31. Il y a la 51-30 qui est la World Time avec un cadran plus classique, un guillochage aujourd'hui qui est émaillé dans un gris taupe.
sur le modèle or blanc comme sur le modèle, sur les modèles or coloré. Et ils ont sorti l'année dernière cette référence 51-31J pour or jaune que j'ai vue, qui est magnifique, mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas très or de couleur, et je pense qu'ils vont faire comme les années précédentes, sortir à un moment donné le modèle or blanc, et alors là je sais que c'est quelque chose qui va me parler. Alors petite question pour toi, parce que je pensais, j'ai essayé de deviner, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait dire, et je pensais que tu allais continuer chez Lange & Söhne en étant intéressé par leur premier modèle en acier, Odysseus. Ah. Alors manifestement, ce n'est pas le cas, mais je suis sûr que tu as regardé, Bien etc. sûr, j'ai regardé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question difficile, d'abord parce que je ne l'ai pas vue, et donc j'aime pas me prononcer sur une montre que je n'ai pas vue. Donc, où on adore cette montre, on la trouve assez originale, où on l'aime pas, principalement à cause de son bracelet. Qui est très typé pour le coup. Ouais. Ensuite, peut-être avant de répondre plus clairement, cette montre doit s'inscrire dans une gamme de montres acier. J'aimerais bien voir les suivantes avant de me positionner sur celle-ci. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Une complication? Est-ce qu'ils vont mettre un autre type de bracelet? Je ne sais pas. Donc j'aimerais bien ce nouveau modèle s'installe un peu avant de me prononcer. Comme je te l'ai dit, un des facteurs de choix chez moi, c'est aussi l'histoire. Pour l'instant, la marque a une histoire, mais la montre n'a pas encore de véritable histoire. Donc je vais attendre que l'histoire s'installe. Et en horlogerie, je pense qu'il ne faut pas être pressé. C'est du plaisir, du temps, de l'analyse, et du coup, je vais attendre. Et des montres que j'ai trouvées inintéressantes à un moment donné ont fini par m'intéresser, je les ai achetées finalement. Donc j'aimerais pas te dire aujourd'hui, tiens, cette montre ne me plaît pas vraiment, et puis dans 3 ans, on fait une émission et je l'ai achetée parce que finalement, à force de la voir, de la regarder, de la manipuler, je dis, tiens, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, mon avis aujourd'hui est plutôt mitigé, sachant que je ne l'ai pas vu, et je vais me laisser du temps. Ouais. Donc là, c'est une réponse très précise, je serais tenté de dire analytique, hein. Peut-être, là, on voit l'ingénieur de formation sur la réponse, mais tu as beaucoup parlé d'émotions. Scientifique. Oui, non, mais tu as parlé aussi beaucoup d'émotions, mais est-ce que tu es d'accord que, certes, ce n'est pas le cas, mais sans l'avoir vue, tu aurais pu avoir waouh, un flash et te dire elle est magnifique, c'est celle-là que je souhaite. Là, je parle d'instinct, ouais, bien sûr, d'émotion. Ça, etc. c'est l'instinct et c'est. Et tu as déjà acheté une montre comme ça? Non. Sur un coup de tête? Oui, si, bien sûr, j'ai acheté des montres comme ça sur un coup de tête. Et que tu n'as pas regretté? Non, parce que je les ai toujours vues avant. Et ce qui se passe, c'est que on a les annonces sur Instagram, Baselworld, le SIHH, puis on voit toute une série de commentaires positifs, négatifs, etc. Et j'évite de rentrer à ce moment-là parce que tant qu'on n'a pas vu la montre, bien sûr, les nuances de cadran, l'épaisseur de la montre, comment elle fit au poignet, bien etc., c'est très dur de se prononcer. Et j'ai déjà vu des montres sur photo qui m'ont beaucoup plu. Bien sûr. Et j'ai été déçu en réalité. Et l'inverse est vrai. J'ai vu des montres sur photo qui je n'ai pas trouvé particulièrement belles. Et quand je l'ai vue, je me suis dit waouh. Alors j'ai un exemple, par exemple chez Patek, quand ils ont sorti la 5960A. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les numérotations, c'est Patek, c'est un calendrier annuel chrono en acier, avec un bracelet en acier. Donc j'ai vu ça sur les photos, sorti en 2014, et j'ai pas trouvé ça bien. Voilà. Et puis je l'ai vu, et je dis, ah ouais, tu n'as pas trouvé ça bien en photo, et après tu l'as vu. Quand je l'ai vu, je l'ai passé au poignet, c'est pas du tout la même chose. Il y a des reflets, le bracelet est quand même très, comment on dit en français, soivé, souple. Ouais, souple. Et donc c'est quelque chose, c'est une montre qui m'a plu et que j'ai acheté finalement. Vous avez vu les amis, c'est l'expérience qui parle. Acheter une montre sans l'avoir vue, je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà, il faut la porter, il faut l'essayer, il faut voir ce que ça donne.
l'épaisseur, la largeur, vous avez un petit poignet, le bracelet, il vous sert, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis au final, l'histoire et le conte, tu en as parlé, finalement c'est les émotions. Et l'émotion, la première des émotions, c'est quand vous la regardez, c'est beaucoup une affaire de design. Et ce qui se passe parfois, c'est indescriptible. Et puis l'idée de ces épisodes Petite montre entre amis, eh bien, c'est de favoriser l'échange et la capacité à exprimer l'émotion qu'on a avec une montre aussi exceptionnelle, comme tu l'as décrit fort justement, cette Zeitwerk, ou alors quelque chose de plus humble, plus économique, plus petit, plus féminin, plus rond, plus carré, bref, peu importe. Cédric, merci beaucoup. Les amis, si vous avez envie de participer, c'est extrêmement simple, vous faites comme Cédric. Vous m'envoyez un email sur contact@davichus.fr. Vous pouvez même m'envoyer un message sur Instagram. Si vous voulez participer à Petite montre entre amis ou à Battle avec un collectionneur, c'est la même mécanique. Quelques photos, les références de votre monde, de quoi vous avez envie de parler. Plus c'est subjectif, plus c'est décalé, voire même plus c'est de mauvaise foi. Eh bien écoutez, c'est ça la passion des montres. Il en faut pour tout le monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt.